Alors, Bertrand Petit, on va peut-être commencer par vous, puisque l'idée, c'est effectivement de partager votre expérience et la connaissance que vous avez sur ces questions de l'hydrogène que vous suivez depuis plusieurs années, je crois, et notamment sur ce qui se passe en Asie. Donc, vous n'avez pas de slide, donc je vous laisse Pour une fois, je vais faire sans slide. Merci Eric. Bonjour Monsieur le maire. Merci de m'avoir mis à ce moment-là dans le programme. Parce que vous allez voir, nous on fait de la veille sur l'innovation avec un style impertinent et bienveillant. Et c'est comme ça qu'on fait le TEDx ici les Moulineaux. Donc notez 13 juin, TEDx ici les Moulineaux, sur le thème Restart ou Reset, tout est lié. Mais parlons hydrogène. Et vraiment, c'est excellent parce que vous avez vu au début des acteurs traditionnels et vous avez vu à la fin des disrupteurs. Donc, il y a une grande règle en matière d'innovation de rupture. Alors, je vais parler anglais. Innovation comes from the fringe. C'est jamais, souligné 3 fois, il y a une bouteille de champagne en jeu, c'est jamais un acteur de l'écosystème en place qui fait de l'innovation de rupture dans son marché. Jamais. Donc, on a parlé de Tesla dans l'automobile, on a parlé de Tesla dans l'aérospatial. Donc, vous avez vu le bateau qui va disrupter le monde du bateau, j'espère, etc., etc. Les bicyclettes et tout. Donc, ne soyez pas étonnés, c'est toujours comme ça. Alors, ce que je vais essayer de faire en 10 minutes, c'est de tordre le cou à l'œuf et la poule. Parce que ça fait cote, 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 cote. Ben, faut choper la poule et lui tordre le cou. Alors, comment on fait ça ? Eh bien, c'est... Alors, je vais vous rappeler quand même que je suis un ingénieur chimiste. Donc, quand vous avez fait un tout petit peu de chimie, même pas organique, l'eau, l'air, il y a de l'hydrogène partout. D'accord ? Et donc, je vais vous parler de la loi de Moore. Donc, la loi de Moore, vous la connaissez, hein, c'est celle qui a permis de construire ces petits bidules. Et donc, la loi de Moore, qu'est-ce qu'elle dit ? C'est une loi complètement empirique qui dit que dans certaines conditions qu'on va revoir, potentiellement, il y a des technologies qui surfent sur la loi de Moore à des rythmes de 50% dans le cadre des microchips. Et dans tous les sujets qu'on va traiter, c'est plutôt du rythme de 20%. Donc c'est empirique. Mais pour que cette loi de Moore puisse fonctionner, il faut qu'il y ait 2 conditions, 2 prérequis. C'est qu'on touche à l'infiniment petit. Et là, vous avez compris, on touche à des molécules, à des électrons, on fait de l'électrolyse, tout ce qu'on veut. Et que potentiellement, il y a un marché de masse. Et donc le marché de masse, vous l'avez compris, parce qu'il s'agit de sauver la planète et qu'on ne se rôtisse pas à plus 5 degrés. Et il y a une certaine urgence. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la voiture électrique ? Je vous rappelle un tout petit... Faites l'effort dans votre mémoire. C'était quoi votre image d'une voiture électrique il y a 10 ans ou 15 ans ? C'était la petite voiturette de golf qui fait du 20 km/h. D'accord ? Et Elon Musk est arrivé... Et il en a fait une Ferrari pour faucher californien. D'accord ? Et puis ensuite, maintenant, on envahit le marché de masse. Alors, dommage, il n'a pas choisi la technologie hydrogène, donc il tape dessus, mais un nouvel Elon Musk demain, qui mettra quelques milliards sur la table pour faire une gigafactory, vous verrez le prix de l'hydrogène fondre comme neige au soleil. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, donc, l'électricité, l'hydrogène vert va surfer sur la loi de Moore. Donc aujourd'hui, vous avez une technologie, mais il y en aura beaucoup d'autres, panneaux photovoltaïques qui surfent sur la loi de Moore à 19% par an, et fuel cell qui surfent sur la loi de Moore à 20% par an. La référence, regardez sur le site InnoCherche, c'est Daniel Issel, H-I-2-S-E-L, Grand Prix de l'innovation du CNRS, et qui publie tous ces chiffres. Donc, le problématique de la loi de Moore, si je vous dis, étant donné une technologie qui surfe à 20% par an, dans 10 ans, quel est le prix de l'hydrogène vert, sachant qu'on part de 10 € le kilo au pont de l'Alma aujourd'hui. Et donc, le Hydrogen Council, où il y a tous les gros acteurs, Total, Air Liquide, etc., qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont appelé les grands cabinets de conseil, que vous connaissez tous, et eux, ils ont pris leurs règles à calcul, BCG, ils ont dit, étant donné un marché de masse qui va être gros comme ça, eh ben moi, je vous dis que dans 10 ans, c'est moins 60%. Or, tout le monde est vachement content. Ouais, moins 60%, c'est vachement bien. C'est-à-dire que le prix de l'hydrogène, il va passer de 10 € le kilo à 4 € le kilo. Et nous, on dit, pas du tout. Malheureux,
vous avez oublié l'autre aspect, c'est que potentiellement, ça surfe sur la loi de Moore. Et donc, comme c'est des lois de Moore qui sont à 19-20% par an, on n'est pas l'économie d'échelle comme quand on fabrique des vélos ou des brouettes. D'accord? On est une économie d'échelle à la loi de Moore. Et donc, l'exponentiel à 20% par an, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Si je vous dis moins 20% par an sur 10 ans, vous êtes incapable de me dire, vous devez sortir votre calcul à tête. Donc je vous le dis, ça fait moins 90%. Donc ça veut dire que le kilo d'hydrogène, il va passer de 10 € le kilo à 1 € le kilo. Donc étant donné 1 € le kilo, vous avez compris, 1 kilo, ça fait 100 km. Donc vous faites votre plein, 500 km, 5 €. OK? Ensuite, il faut acheter la voiture. Et aujourd'hui, il y a un tout petit marché chez les Japonais. OK? Et je vous donne, pour votre achat de Noël, donc la nouvelle Toyota Hirai, 68 000 €. Voilà. Donc vous pouvez la commander. Vous allez au pont de l'Alma, ou bien bientôt à Saint-Cloud. Et vous faites ça. Aujourd'hui, vous faites votre plein à 50 €. Et demain, vous ferez votre plein à 5 €. D'accord? Donc, où est le problème? Ben, le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui doit expliquer à tous ces gens-là qu'on est dans l'innovation de rupture et on ne va pas faire du moins 60%, on va faire du moins 90%. Et ça change tout. Et ça, c'est très dur à expliquer. Parce que les gens, ensuite, ils vous disent, oui, mais l'hydrogène, c'est un vecteur. Oui, mais l'hydrogène, c'est uniquement pour les gros autobus. Pas pour les... Alors maintenant, on nous parle des gros autobus et des petits vélos. Et pourquoi la voiture au milieu, on la laisse tomber? Ah, ben oui, etc. Alors, donc, il y a tout ce marché hydrogène qui se développe. Ensuite, il y a une deuxième chose qui est extraordinaire. Alors, je vais vous donner un disclaimer. Je fais partie du conseil des parties prenantes de GRT Gaz. Donc, on m'invite tous les 3 mois pour impertinent et bienveillant, puis on écoute ce qu'ils nous ont à dire. Et il y a un truc assez extraordinaire, c'est la transition énergétique. Et la transition énergétique, vous l'avez compris avant la crise d'Ukraine, elle devait se faire avec le gaz pour faire plaisir aux Allemands et le nucléaire pour faire plaisir aux Français. Ça s'appelait la taxonomie européenne. Vous voyez, ça c'est des bons noms là, d'accord? Eh bien, la transition énergétique, si vous réfléchissez bien, on avait Aberdeen jusque-là, on a besoin de transporter des gaz dans des tuyaux. Pourquoi? C'est que quand il y a du vent à Aberdeen et que, comme pendant le Covid, il n'y a pas de demande électrique, qu'est-ce qu'on fait de cette électricité? C'est le problème du renouvelable. Eh bien, on la stocke. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent, bon, on va la stocker. Ah, j'ai entendu parler des électrolyseurs, je mets de l'électrolyseur, et puis je fais comme en terminale, de l'hydrogène. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites de cet hydrogène? Eh bien, vous demandez à GRT Gaz, est-ce que je peux vous le mettre dans le gaz? Et GRT Gaz, il dit, bienvenue, jusqu'à 20%, je ne dis rien à personne. 20%. Je ne sais pas si vous savez, mais avec votre argent, chers contribuables, on a construit un énorme réseau de pipeline en France qui marche très très bien. Donc si on continue à utiliser le gaz, comme je l'espère, on pourra mettre de plus en plus d'hydrogène. Et puis arrive un autre moment, et à nouveau en Scotland, ils ont fait ça, ils ont un programme pour faire une boucle 100% hydrogène. C'est-à-dire au-delà de 20%, vous ne pouvez plus, il faut changer les joints et il faut changer les brûleurs. Donc vous faites toutes les maisons, vous changez tous les brûleurs, vous changez les joints et vous avez un réseau d'hydrogène. Et là, toutes les histoires de 300 bars, 500 bars, cryo, truc, muche, transport, machin chouette, fini. D'accord? Donc déjà, ça, c'est assez merveilleux. Et maintenant, je vous raconte une autre histoire. Si vous rappelez vos cours de chimie, vous rappelez que toute molécule à une certaine température craque. Ça s'appelle le craquage. Donc il y a le vapocraquage et le craquage. Eh bien, l'eau, elle craque à 2200 degrés. Donc, vous prenez une petite molécule d'eau, vous la mettez dans un petit réacteur, craque à 2200 degrés, hydrogène, oxygène. L'oxygène, vous le laissez partir dans le ciel, c'est bon, et l'hydrogène, vous le stockez. Comment atteint-on 2200 degrés? Eh bien, Mère Nature nous a donné le soleil. Donc, c'est simple, vous pouvez y aller, la technologie est ouverte, elle est prouvée. Vous faites une parabole avec des feuilles de papier d'aluminium et vous suivez le soleil. Et vous concentrez vos rayons sur 1 cm². Mettez pas votre doigt. Et vous arrivez à 2200 degrés. Là, il y a une start-up française qui s'est vraiment démenée pendant 20 ans, mais finalement, à la fin, elle a été découragée,
qui a un brevet pour faire un petit réacteur en silice, et ça marche. Donc la recherche est bonne, maintenant il faut faire le développement, c'est-à-dire que le réacteur, il tient 15 minutes. Ensuite, quand vous regardez le monde, vous dites, qui a une technologie dans le monde pour faire des réacteurs qui tiennent à 2200 degrés? Et vous avez 10 sociétés dans le monde, dont le CEA, dont ITER, etc. Et vous leur dites, venez là, c'est 3 fois rien, on va sauver la planète, il faut trouver 15 millions pour faire que ce réacteur en silice, je vous rappelle que la silice c'est du sable, donc il n'y a pas de problème, eh bien on arrive à le faire. Et demain, je vous donne la vision, donc demain vous aurez des grosses stations dans les villes avec de l'électricité, des électrolyseurs, etc., parce qu'on ne va pas mettre des paraboles, et vous imaginez la station-service d'autoroute que vous connaissez tous, même trafic, vous prenez 1 hectare derrière la station-service, vous mettez 20 paraboles qui suivent le soleil, qui craquent l'eau et qui stockent l'hydrogène. Donc vous le montez à 300 bars ou à 700 bars, si les voitures ont besoin de 300 bars ou 700 bars, vous ne le transportez pas et c'est fini. Il n'y a pas à construire d'infrastructure, il n'y a rien à faire. Donc c'est un rêve. Alors aujourd'hui, c'est un rêve, parce qu'il y a quand même pas mal d'obstacles, 20 millions, il faut les trouver, etc. Mais je vais vous donner une petite image, il se trouve que je vais finir par ça. Il y a 5 ans, on a fait avec ICI Média un livre blanc sur mobilité pour tous, pour expliquer la mobilité de demain, le dernier kilomètre, et notamment mobilité pour tous. Et pour marquer les esprits, on a pris 2 photos de notre grande métropole. Paris 1912, place de la Concorde, des chevaux partout. Il y avait 1 million de chevaux à Paris. Okay. Paris 1922, les automobiles. Il n'y a plus de chevaux, sauf pour tirer les tonneaux de vin. 10 ans. 10 ans. Voilà. Donc potentiellement, dans 10 ans, on peut être là. Mais il faudrait, ça serait intéressant, M. Santini, de prendre que l'État s'engage à dire, quoi qu'il arrive, même si je perds ma TIPP qui me permet de faire des collectes d'argent extraordinaires, je ne mettrai pas de taxe sur l'hydrogène. Parce qu'il faut commencer à regarder les externalités négatives de tous les hydrocarbures. Et donc, plutôt que de mettre une taxe sur le carbone, on pourrait dire, je ne mettrai jamais de taxe sur l'hydrogène. Merci. Merci, M. Petit. Avant 10 ans, à Issy-les-Moulineaux, vous verrez un nouveau quartier. Éric Mazoyer va nous en parler, qui s'appellera Hydrocène, et qui va être alimenté par hydrogène. Et ça, c'est aussi un défi technique important. Merci, Éric. Je ne sais pas si je vais être aussi craquant et bienveillant que M. Petit, mais je vais essayer de vous expliquer, en fait, dans la sphère de l'hydrogène, ou dans le nouveau monde de l'hydrogène, ce que nous avons imaginé que l'immobilier et l'urbain pourraient être contributeurs, puisque vous savez qu'on est un contributeur aux émissions de gaz à effet de serre assez important dans le BTP. Et donc, au travers de cette opération que je vais vous présenter, on a une ambition qui est en fait d'y intégrer une production et consommation d'hydrogène. Alors, le quartier, en fait, l'idée, c'est de partir d'un quartier à la demande de Monsieur le maire et de l'équipe municipale, c'est de partir d'un quartier qui est existant, qui n'est pas mixte, qui est un quartier 100% de tertiaire. Et compte tenu de l'évolution du Grand Paris et de la ville d'Issy-les-Moulineaux, c'est d'imaginer que ce quartier qui date des années 86, qui n'est pas si vieux d'ailleurs, d'ailleurs, je ne sais pas si la loi de Moore marche aussi pour le BTP, mais non. Visiblement l'obsolescence s'accélère quand même dans le BTP. Et donc de démolir ces 60 000 m² existants pour le retransformer en un écoquartier, alors beaucoup plus mixte, avec 50% de logements, un petit peu moins de 50% de bureaux aux nouveaux standards et qui correspond aux nouveaux usages et aux nouveaux paradigmes du travail, du commerce, et le tout dans un délai relativement rapide. Alors c'est moi qui la zapette, pardon. Hop. Voilà, alors il s'agit en fait de l'arrière, on va dire, du nouveau siège, de la partie arrière du nouveau siège d'Orange, pour lequel un groupement de 3 promoteurs, donc le groupe Altarea Cogedim, Cefrissim et ma petite société qui est plutôt l'agitateur, nous avons conçu ce nouveau quartier avec un principe de liaison urbaine qui permettra, au travers de ce quartier, de liaisonner
en fait, tous les efforts qui ont été faits par la ville et le département dans le cadre de l'aménagement des bords de Seine, et puis le parc Suzanne-Lenglen, ce qui permet donc une continuité de balade, j'allais dire, et de service à l'intérieur de la ville. Hop, c'est pas la bonne. Donc je vais passer assez rapidement. Voilà une image du futur quartier. Et donc vous voyez là, les parties qui sont en bleu sont les futures parties prévues en tertiaire, qui bien entendu seront le long de la rue Rouget de Lille et en vis-à-vis des possibilités de dessert de transport en commun, c'est-à-dire de la gare du RER et du tram. Et la partie arrière, organisée sur un grand mail piéton vert, un certain nombre d'immeubles de logement qui offriront également des services au pied, c'est-à-dire avec des commerces et un certain nombre de services urbains. Là, je vais rapidement pour essayer de vous expliquer en quoi l'hydrogène vient télescoper notre projet. Alors, premier élément qu'il faut retenir, c'est que ce sera un écoquartier. Alors aujourd'hui, les écoquartiers, vous en avez beaucoup entendu parler. Il y en a de plus en plus qui sont mis en service. On peut dire que la profession maintenant maîtrise assez bien cette production d'écoquartiers. Et elle se fait en plus dans le cadre d'une évolution, vous le savez, de la réglementation thermique, puisque depuis le 1er janvier, la RE, la réglementation énergétique 2020, rentre en service. Et cette réglementation, elle exige des opérateurs que l'ensemble des nouvelles constructions soient en fait ce qu'on appelle globalement, entre guillemets, du passive en termes énergétiques, c'est-à-dire qu'elles soient capables de produire autant d'énergie décarbonée qu'elles ne consomment d'énergie. Alors évidemment, premier principe, pour réussir ça, c'est qu'il faut apprendre à fabriquer des immeubles à très basse consommation, puisque la meilleure énergie qu'on ne paye pas, c'est celle qu'on ne consomme pas. C'est assez évident, mais ça montre que la profession a beaucoup technologiquement progressé sur des immeubles à très, très bas carbone. Et le deuxième grand principe, c'est d'organiser la production d'énergie de ces immeubles et de ce quartier dans le cadre d'un mixte énergétique, puisqu'on voit qu'à chaque fois qu'on est mono-usage énergétique, ça ne se passe pas bien, parce que quand on est dans le cas du gaz, il y a la crise de l'Ukraine, quand on est dans le pétrole, on est dans l'après-pétrole, et quand on est dans le bois, c'est très bien, mais comme personne ne veut couper d'arbres, c'est assez compliqué de fabriquer du bois pour se chauffer, en gros. Donc nous avons l'ambition, au travers de ce nouveau quartier, en fait, de faire ce qu'a expliqué monsieur, c'est de pouvoir injecter de l'hydrogène dans nos chaudières classiques à gaz, dans un rapport aujourd'hui qui est de 20%, ce qui nous permet en fait de décarboner 75 à 80% de la production d'émissions de gaz à effet de serre du gaz. Voilà, ça c'est un enjeu extrêmement fort et qui va venir en plus se coupler, bien entendu, avec du photovoltaïque qui va produire de l'énergie verte, avec probablement une partie en mixte avec de la géothermie, puisque nous sommes à proximité de la Seine. Et puisque nous sommes à la proximité de la Seine et que nous avons l'ambition d'injecter cet hydrogène dans nos chaudières, nous nous sommes dit qu'a priori, nous étions à une convergence de lieux assez incroyable, puisque cette opération se situe à quelques mètres de la Seine, et de l'eau, il y en a a priori encore à profusion dans la Seine. Il y a un deuxième élément, c'est qu'entre la Seine et notre future opération, il y a Isean, et ça ne vous a pas échappé. Isean est donc un producteur, tout du moins un contributeur à la capacité de produire de l'énergie verte, excellente, qui nous permettrait, soit sur place, soit déportée, de pouvoir installer un électrolyseur et donc de fabriquer par cette magie de la chimie la séparation entre l'oxygène et l'hydrogène, de récupérer bien entendu l'hydrogène et de pouvoir l'injecter dans nos chaudières à gaz. Alors, dit comme ça paraît extrêmement simple. Je voudrais juste conclure en vous disant qu'on fait face à 3 éléments, donc c'est assez nouveau pour nous. On sait faire des immeubles connectés au gaz, on sait faire des immeubles connectés à l'électricité, on sait faire des immeubles avec des chaudières végétales, on sait faire beaucoup de choses. Par contre, de l'hydrogène, on n'a pas encore fait. Et donc, on a 3 éléments auxquels on est confronté et qui sont nouveaux. Premièrement, c'est la décision de savoir où est-ce qu'on produit cet hydrogène. Est-ce qu'il est produit sur site ou est-ce qu'il est produit outside, à l'extérieur du site, et peut-être à proximité de la Seine, en synergie avec Isean, en récupérant l'énergie verte produite par l'usine de déchets. Ça, c'est le premier sujet.
Si on produit à l'extérieur du site, le deuxième sujet, c'est comment on transporte cet hydrogène pour l'amener jusqu'à nos chaudières. Ça, c'est encore un sujet qui est très compliqué, puisque vous savez qu'avec le millefeuille administratif, faire des tuyaux dans les routes, c'est pas si facile. Alors, c'est techniquement très facile de prendre une pelle creusée, poser un tuyau, mais d'aller de la Seine, en passant par Icéane pour aller jusqu'à l'opération qui est à 50 mètres, c'est assez compliqué, assez long et probablement coûteux. Et puis, on a un troisième sujet qui est assez nouveau pour nous, et là, on a besoin de vous tous et de l'aide du gouvernement, c'est l'encadrement sur les règles, on va dire, en termes de sécurité et en termes techniques de l'injonction d'hydrogène dans des bâtiments, puisque c'est nouveau et qu'aujourd'hui, on a un périmètre, on va dire, de réglementation et d'environnement économique qui n'est pas stabilisé. Voilà. Alors à terme, évidemment, le rêve, c'est qu'on n'injecte que 20% d'hydrogène dans le gaz, et puis demain, vous imaginez qu'en changeant, bien entendu, les injecteurs et tout ce qui va bien avec, ça c'est de la technique, c'est si un jour, et vous le savez, dans le cadre de la RE 2020, où je vous l'indique, on n'a plus le droit de construire des maisons individuelles au gaz, c'est terminé, et d'ici 2024-2025, l'ambition du gouvernement, c'est de supprimer le gaz dans toutes les opérations neuves de construction. Ce qui veut dire qu'à terme, d'ici une dizaine d'années, si la filière hydrogène, par la loi de Moore, est arrivée à une parité économique favorable pour l'utilisateur, eh bien, on peut même imaginer qu'on aura des chaudières quasiment à, je dis n'importe quoi, mais à 80 ou 75 ou 80% d'injection d'hydrogène. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, ça reste un rêve pour l'instant. On va le transformer en réalité, bien entendu. Alors, Jean-Michel Amaré, qui est président de Dataway, qui fait partie de ce groupe de réflexion et de travail là, sur le projet Hydrocène. Là, aujourd'hui, vous êtes spécialisé dans la construction de stations de recharge, de ravitaillement à hydrogène, mais évidemment, dans le cadre de projets d'habitat tels que celui-ci, vous imaginez aussi évoluer là-dedans. Je laisse... Tout à fait. Voilà. Bonjour. Ouais, super, merci. Je voulais vous féliciter pour la qualité des interventions qui ont été faites jusqu'à maintenant. Et vous êtes chanceux, vous avez un panorama très complet de ce qui se passe dans l'hydrogène en France et dans le monde. Et c'est bravo pour cette organisation. Et merci de nous donner la parole. Donc à Dataway, en effet, on est un acteur historique de la filière hydrogène, puisque ça fait 10 ans que nous sommes lancés dans l'hydrogène en 2012. Autant vous dire qu'en 2012, se lancer et parler d'hydrogène, c'était une certaine folie. En tout cas, les faits nous donnent raison maintenant, avec une spécialisation au départ sur le stockage d'énergie, puisque l'hydrogène est le meilleur moyen de stocker de l'énergie à partir des énergies renouvelables. Et puis 2015, un virage qui a été pris dans les stations hydrogène, puisque nous avons développé chez Dataway, dans une phase de R&D jusqu'à 2015, un électrolyseur, et de ce fait, cet électrolyseur était la brique élémentaire pour aller sur les stations hydrogène. Nous avons démarré avec des stations de petite capacité pour alimenter des flottes de vélos au début, donc à partir d'hydrogène vert, ce qui peut servir facilement les projets de déploiement de vélos cargo, et nous avons travaillé avec Pragma sur le sujet depuis le début, en ayant déployé une dizaine de flottes de vélos au travers de la France, puis des stations voitures de petite capacité pour amorcer des petites flottes de voitures, et ensuite on monte en capacité, puisque maintenant nous proposons des stations qui vont jusqu'à 900 kg par jour pour alimenter des véhicules plus lourds. Vous voyez, on a 40% de part de marché en France au niveau des stations déployées, donc nous sommes leaders sur ce sujet. Et quand on dit en France, on a également, j'inclus Nouméa, puisqu'on a une station qui est déployée à Nouméa. Autant vous dire qu'on a une certaine maturité sur le retour d'expérience de nos produits, puisque Nouméa reste à la France, mais est à quelques milliers de kilomètres de chez nous, avec plus de 3000 pleins qui ont été réalisés sur nos stations depuis le début, donc un énorme retour d'expérience sur ce sujet. Et nous sommes des concepteurs d'équipements, puisque grosse équipe de recherche et développement, un tiers de mes effectifs dans l'équipe. Nous fabriquons tous nos équipements en France, à Chambéry, nous sommes basés à Chambéry, et donc on fabrique, on installe, et derrière on exploite et on maintient les équipements pour accompagner les personnes dans la durée. Et notre mission est d'aider les déploiements des solutions hydrogènes sur les territoires de manière concrète, avec en accompagnant la montée en puissance des projets, puisque les projets que nous connaissons aujourd'hui n'auront plus rien à voir avec les projets dans 5 ans et dans 10 ans en termes de taille et d'ambition. Et donc, nous concevons en permanence des équipements qui sont
évolutif pour accompagner cette montée en puissance en fonction des types de véhicules, en fonction du nombre de véhicules ou en fonction des types d'applications. Puisqu'on parle aujourd'hui de véhicules, mais quand on produit de l'hydrogène et qu'on le distribue pour des véhicules, cet hydrogène qui est produit peut servir derrière pour alimenter des bâtiments, ce qui fait la passerelle avec le projet que nous avons aujourd'hui, avec la mobilité qui est en premier utilisateur, mais le bâtiment qui va suivre derrière. Et dans la gamme de nos stations, donc des très petites pour compactes, 6 mètres carrés d'emprise au sol qui produit, stocke et distribue de hydrogène vert, puisque c'est notre ADN, des stations beaucoup plus grandes pour aller jusqu'à 900 kg, donc des véhicules beaucoup plus lourds, et puis des stations mobiles qui sont les derniers produits que nous faisons. Jet en parlait tout à l'heure pour ces bateaux. Ce sont des stations qui vont vers les véhicules plutôt que les véhicules vont vers la station. Dans le cadre de mise au point de véhicules, quand on veut faire la démonstration, quand on veut faire les tests, la mise au point, proposer à des villes de manière temporaire de tester des véhicules, tester des bus, tester des bernes à ordures, tester des véhicules plus lourds. On ne va peut-être pas investir dans une station qui coûte cher sans savoir tout de suite de quelle capacité on va avoir besoin. Par contre, de manière temporaire, éphémère ou sur quelques mois, on peut tester au travers de ces stations qui distribuent, j'entendais parler de 50 kg par bateau tout à l'heure, ces stations distribuent 150 kg par jour, donc vous voyez, 3 bateaux par jour sont capables d'être alimentés. Voilà, et donc ça c'est quelques visuels pour vous montrer avec des déploiements au siège du CIO à Lausanne par exemple pour alimenter les Mirailles dans le cadre du comité international olympique, puisque Toyota est le gold partner des Jeux olympiques, sur le circuit du Castellet, dans plein d'endroits différents, et puis des stations de plus grande capacité avec l'électrolyse qui est produite. On produit l'hydrogène à partir d'électrolyse sur place, donc c'est là aussi qu'on peut faire le lien avec le projet aujourd'hui, et notamment la production massive d'hydrogène qui pourrait être faite connectée avec l'usine de valorisation de déchets pour derrière amener, transporter cet hydrogène. Les voies sont bien entendu à creuser et à étudier vers les points d'usage sur l'écoquartier. Et voilà à quoi ressemble une station, par exemple, qui est une station, vous avez entendu parler tout à l'heure de Zero Mission Valley, qui est le projet emblématique en Auvergne-Rhône-Alpes, où on déploie 20 stations hydrogène sur toute la région. Ça, c'était la première que nous avons installée. Voilà. Et donc, comme je suis dans la mobilité, mais en sachant de l'hydrogène, vu l'expérience que nous avons dans le déploiement de la filière et notre historique, j'ai proposé, je vais présenter une solution en lien avec de l'intégration directement de gaz dans des chaudières. Et puis j'ai proposé à Caroline Rosin, qui est cofondatrice de Sylfen, de nous présenter également les solutions qui existent en France, puisque nous avons des pépites en France sur le sujet de l'hydrogène pour le bâtiment. Sylfen en est une, et donc je vais passer la parole à Caroline pour présenter sa solution, et je vous reparlerai ensuite d'une deuxième solution. Du coup, bonjour à tous. Ravi d'être là avec vous. Je vais vous parler d'un sujet du coup au niveau de l'hydrogène qui a été peu abordé aujourd'hui. On a parlé bien sûr du coup d'hydrogène mobilité, d'hydrogène pour alimenter des chaudières et réduire du coup les achats de gaz au niveau de cette chaudière. Et je vais vous parler de l'hydrogène comme stationnaire, pour être utilisé en fait comme outil de stockage, du coup à l'échelle d'un site qui est producteur d'énergie. Donc l'idée... Donc l'idée, en fait, quand on souhaite effectuer la transition énergétique du coup d'un site, d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, ici on parle plutôt à l'échelle d'un quartier, ça va être de travailler du coup bien sûr sur l'isolation et de réduire les consommations à l'intérieur du bâtiment, mais surtout du coup de pouvoir installer des panneaux solaires, du petit éolien en toiture et en fait augmenter la part d'énergie renouvelable du coup dans le mix du bâtiment. Donc ça c'est l'idée de départ. Malheureusement, quand on regarde le soleil ou le vent, on ne va pas produire au même moment où on aura besoin de cette énergie. Donc globalement, quand on regarde du coup en dynamique, on va pouvoir le bâtiment va pouvoir autoconsommer en fait de l'ordre de 30 à 40% de l'énergie qu'il est possible de produire en local. Alors ici, quand on parle d'ici d'Imoulineau, on pense quand même à un centre-ville assez dense. Par contre, pendant la pause, on m'a mentionné que du coup Paris est quand même est entouré de campagnes, et donc il est possible en fait de pouvoir vraiment couvrir, de mettre énormément d'énergie renouvelable du coup au niveau sur le territoire pour pouvoir justement qu'il soit consommé pour qu'il soit consommé du coup en centre-ville. Donc là, l'idée du coup ici va être de pouvoir en fait stocker tous les surplus d'énergie dans différentes technologies que je vous présenterai après pour pouvoir justement les restituer au bâtiment quand il en a besoin.
Alors, je vais remonter du coup juste ici. Donc, on est Sylphen, on est une société qui est issue de la recherche française, issue du CEA. On a créé la société en 2015 avec comme objectif d'industrialiser une technologie d'électrolyseur, du coup de production d'hydrogène, et de pile à combustible, qui est réversible, qui nous permet justement, dans un sens, de pouvoir faire du stockage sous forme d'hydrogène, et dans l'autre sens, de pouvoir... Voilà, donc, concrètement, comment ça marche? Donc, on a ici du coup un bâtiment qui est représenté donc, avec sa production d'énergie solaire. Donc ici du coup des panneaux photovoltaïques en toiture. Quand il y a un bon phasage entre quand le bâtiment consomme et quand le solaire va produire, on va pouvoir justement consommer directement toute cette énergie. Dès qu'il va y avoir des surplus, on va les stocker donc sous forme d'hydrogène ici. Donc on couple sous forme d'hydrogène et les restituer du coup quand le bâtiment en a besoin, en utilisant le mode pile à combustible, donc en réalimentant la pile à combustible à partir de l'hydrogène qui aura été stocké sur site, et du coup en refournissant électricité et de la chaleur au bâtiment. Donc ça, c'est vraiment du coup le concept d'utiliser cet hydrogène stationnaire dans le bâtiment. Donc un petit mot sur le produit du coup qu'on développe, qu'on appelle le Smart Energy Hub, donc, qui est une station en fait d'énergie, multi-énergie. Donc on hybride des batteries et cette technologie d'hydrogène. Donc les batteries pour la réactivité court terme, l'hydrogène pour des stockages qui dépassent le 24 heures. Et donc la première étape va être de pouvoir en fait faire un diagnostic énergétique, étudier l'ADN du coup d'un site, donc en dynamique bien sûr, parce que quand il est question d'utiliser de l'énergie solaire du coup pour alimenter les besoins en énergie d'un site, il faut qu'on regarde au pas de temps horaire en fait minimum. Donc la première étape va être de pouvoir d'estimer quels vont être les profils de consommation d'un bâtiment ou d'un quartier, du coup donc consommation électrique, purement usage électrique, les consommations de thermique, donc du coup de chauffage, d'eau chaude sanitaire, également du coup de climatisation, et de plus en plus les consommations de mobilité, parce qu'aujourd'hui il revient en fait au quartier ou au bâtiment de fournir des services de recharge de mobilité électrique. Donc ce sont du coup des consommations, des pics de puissance qui viennent se rajouter aux consommations du bâtiment. Donc une fois qu'on a défini, compris comment le site allait consommer et surtout du coup quels vont être les horaires d'usage, on va regarder qu'est-ce qui va être possible d'installer du coup en termes d'énergie renouvelable sur le bâtiment ou du coup juste à côté en ombrière de parking etc. Et donc l'idée va être suite à ça de pouvoir dimensionner les équipements de stockage qui vont permettre de pouvoir valoriser et conserver sur le territoire la totalité en fait, de l'énergie du coup, qui est produite sur site. Hop. Pardon. Non, mais du coup, c'était donc juste pour conclure hein, cette utilisation du coup de l'hydrogène en stationnaire. Donc permet, je vais quand même vous montrer un petit sur un exemple sur un bâtiment de bureau. Le slide, excusez-moi, le slide n'est pas très autoporteur. Mais donc l'idée en fait va être de pouvoir produire de l'énergie solaire du coup sur un site, de pouvoir les stocker tous les surplus pour les restituer quand on en aura besoin, et du coup au final de pouvoir autoproduire en fait jusqu'à 70%, 80%, voire même d'être 100% du coup autonome en énergie sur son site. Et tout ça grâce aux équipements de production, au stockage et à la gestion du coup intelligente de l'énergie. Donc, on a tous ces flux d'énergie justement sont pilotés en fait par un outil de pilotage automatique qui permet d'une part de pouvoir prédire les consommations et les productions du coup sur les heures à venir et définir en fait la logique de pilotage dans ces équipements et atteindre en fait et tendre vers l'autonomie énergétique. Voilà, bon, j'ai fait court sur cette. Très bien. Je vous laisse reprendre la main pour présenter la chaudière à hydrogène. Oui. Dernière solution dédiée au bâtiment. Donc une solution qui est développée par la société Bulan, qui est basée dans le sud de la France. Et cette société, en fait, développe des systèmes qui permettent d'adapter ou de se mettre directement sur les chaudières existantes, en modifiant légèrement les brûleurs ou en venant directement s'intégrer dans les brûleurs en fonction de la part, le taux d'hydrogène que l'on injecte dans la chaudière. Et donc, on est dans ce qui était décrit tout à l'heure par Eric,
Jusqu'à un taux de 20%, il n'y a pas de modification à faire dans les chaudières et on peut injecter du gaz naturel avec de l'hydrogène dedans, ce qui permet de réduire l'empreinte CO2 qui est faite là-dessus et d'avoir une utilisation de sa chaudière classiques telles qu'elles existent aujourd'hui. Et notamment cette logique de travail est développée avec un bureau d'études qui s'appelle un fabricant qui s'appelle BDR, de Dietrich, pour ceux qui connaissent, donc qui n'est pas un nouveau dans le système de chaudière et de chauffage. Et donc l'idée est de venir produire dans soit des chaudières murales pour l'habitat individuel, soit des chaudières de plusieurs mégawatts pour venir alimenter des bâtiments importants, venir proposer des modes de chauffage qui au début démarrent à 20% d'hydrogène injecté avec le gaz, mais permettent de monter et de tendre dans le futur vers jusqu'à du 60% de manière assez simple, et demain de pouvoir envisager de tendre à du 100% hydrogène. Un intérêt de rester avec du gaz naturel permet également d'avoir des systèmes qui sont réversibles, à savoir que l'on est capable de venir avec de l'alimentation hydrogène. Si on est dans des phases de maintenance pour les équipements de production d'hydrogène ou pour tout problème d'approvisionnement d'hydrogène, on est capable de rebasculer sur l'approvisionnement gaz, ce qui permet d'avoir une sécurité de chauffage permanente par rapport à ces systèmes. Il faut voir que dans le projet de l'écoquartier tel qu'il est envisagé aujourd'hui, on parle quand même de plusieurs mégawatts de production de chaleur qui seront nécessaires à l'échelle des 100 ou 120 000 mètres carrés qui sont envisagés sur l'opération. Donc là, il faut passer sur des chaudières qui sont... Oui, il y a des systèmes décentralisés, comme ce qu'a présenté Caroline, et également des systèmes un peu plus centralisés pour pouvoir alimenter l'entièreté du projet si c'est souhaité. Voilà, donc c'est une société qui est basée dans le sud et qui permet en effet, avec de Dietrich, de travailler en lieu et place dans les chaudières existantes, si on est sur des chaudières murales, venir remplacer une partie des équipements qui sont à l'intérieur de la chaudière pour venir s'intégrer dedans, exactement dans le même encombrement, pour faire en sorte que ce soit complètement transparent pour l'utilisateur et pour les logements, qui est un des enjeux également d'utilisation des équipements, tout en sachant que là, on parlait de pression d'hydrogène tout à l'heure pour la mobilité. Quand on parle de pression 350 bars, 700 bars, là, on est sur des pressions quasi atmosphériques, puisqu'on est à 30 millibars. Autant dire qu'il n'y a aucun stockage d'hydrogène qui est nécessaire, et donc du coup on fait de l'injection en continu, ce qui permet d'avoir une sécurité totale. Et je vous rassure sur le sujet hydrogène, on est très à l'aise pour parler de sécurité sur les sujets hydrogène, que ce soit pour la mobilité ou pour d'autres applications, puisque ce sont des sujets qui sont maîtrisé. Certes, l'hydrogène est dangereux, par contre, ça n'est pas risqué, parce qu'en fait, tous les systèmes de maîtrise sont au point depuis des dizaines d'années, et notamment, ils ont été travaillés avec des experts comme Air Liquide, qui sont au plus haut degré de sécurité. Sachez que la filière là-dessus est tout à fait transparente pour communiquer avec les questions que vous pourriez avoir sur ces sujets, et c'est normal que vous en ayez, puisque c'est nouveau, et forcément, ça crée des questions. Voilà, je vais terminer là-dessus, et laisser du temps potentiellement aux questions que vous pourriez avoir. Je vous remercie. Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on vous a assommé? Parce que 2h30 de sujet. Alors, quand même, pour ceux qui s'inquiéteraient, parce que c'est parfois un peu technique quand même, hein, messieurs, ce que vous avez abordé, ces débats seront en replay sur ici.tv, hein, sur la chaîne YouTube d'ICI TV, donc vous pouvez les revoir et réécouter ces explications tranquillement pour bien, évidemment, mieux les comprendre. Oui, monsieur, vous aviez une question? Bonjour. Madame Rosin, pour le stockage d'énergie, vous parlez de batteries uniquement ou d'autres technologies? J'ai vu il y a quelque temps des solutions de type volant d'inertie fabriquées en France par une entreprise qui est du côté d'Orléans, Energistro. Je sais pas, est-ce que vous utilisez... Et du coup, on n'a pas besoin de matières dangereuses ou de plomb ou de cadmium ou de lithium-ion. On a juste besoin de ciment et de roulement à billes. Est-ce que des choses comme ça ont été étudiées? Alors aujourd'hui, du coup, on hybride l'hydrogène qui permet justement de faire ce stockage sur du long terme avec une technologie de batterie pour faire le court terme. On a en effet regardé du coup ces technologies à volant d'inertie qui sont très pertinentes pour le coup vu
vu les coûts en tout cas à terme, et les solutions en fait sont designées vraiment en cas par cas en fonction des puissances d'appel dont on a besoin. S'il y a des fortes recharges, enfin des forts besoins en puissance, notamment pour recharger des véhicules électriques, une dizaine de véhicules du coup d'un coup, on ira s'orienter vers des solutions du coup qui permettront de répondre à ces pics de puissance. Monsieur ? Oui, on nous parle de mettre de l'hydrogène dans les tuyauteries, dans les chaudières. Il y a un phénomène chimique qui est bien connu, c'est la fragilisation des métaux par l'hydrogène. C'est un phénomène qui est connu depuis très longtemps et qui est très dangereux. Alors quand on met de l'hydrogène comme ça dans les tuyauteries de gaz, il va falloir refaire toute l'installation de gaz. Moi, j'y crois pas du tout. Je vous précise que nous, on est dans du neuf. Donc, et aujourd'hui, j'ai cru comprendre que Air Liquide, par exemple, avait des alliages très précis qui permettent de transporter de l'hydrogène. Oui, alors ça coûte de l'argent, mais on est bien d'accord, ça coûte, mais c'est pas. Je veux dire, la technologie existe puisqu'on transporte déjà de l'hydrogène avec des alliages spécifiques. Peut-être pour rajouter, il faut savoir que le gaz de vide tel qu'on le connaît, il y a 50 ans, était avec un taux d'hydrogène très important dans les canalisations, donc elles sont déjà prévues pour, et en tout cas, les tests ont été faits pour transporter de l'hydrogène dans des pipes jusqu'à 20% sans aucun problème. Donc, il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Il faut voir que les technologies, notamment la dernière que j'ai présentée, on a de l'injection au dernier moment dans la chaudière, ce qui veut dire qu'on ne refait pas toute la canalisation dans le bâtiment, mais au dernier moment dans la chaudière. Ensuite, bien entendu, vous savez que l'expérience que l'on peut avoir dans la partie mobilité, par exemple, nous amène à avoir des canalisations qui sont complètement au point par rapport au gaz. Bien entendu, enfin par rapport à l'hydrogène, on ne met pas n'importe quoi comme tuyauterie, on n'est pas dans du cuivre de base, mais forcément, il faut choisir les bons matériaux pour venir utiliser l'hydrogène. Et vous avez raison, c'est un peu compliqué de travailler dans l'hydrogène, c'est bien pour ça que peu de monde le font, et il y a peu d'experts qui sont capables de pouvoir répondre sur ces sujets de manière sérieuse. D'ailleurs, pour apporter un peu une autre vue sur votre réponse, le sujet que j'abordais tout à l'heure, qui est un sujet vraiment vital pour nous, c'est de savoir si effectivement l'hydrogène est produite à proximité, dans l'immeuble, c'est-à-dire à proximité de la chaudière, ce qui limite évidemment son transport, ou est-ce que, mais ça renforce les problèmes, on va dire, de réglementation, puisqu'aujourd'hui rien n'a été prévu dans ce domaine et on sait les lourdeurs administratives dont on est capable dans notre beau pays pour réussir à trouver un environnement réglementaire, ou alors est-ce que, du coup, on outsource la production en dehors de notre opération, auquel cas, on aura ce sujet à traiter, qui est le sujet du transport de l'hydrogène, de son lieu de production, jusqu'à là. Mais là, ce n'est pas le promoteur qui s'occupe de ce genre de sujet, c'est des professionnels de l'hydrogène. Non, je crois, étant donné les enjeux, étant donné que moi j'ai une grande liberté de parole, malheureusement l'hydrogène a été connu avec le Zeppelin. Donc les psychoses, on y va là, on appuie dessus, etc. Vous savez combien il y a eu d'explosions hydrogène jusqu'à présent? Une en Corée et un deuxième sous-sol de parking mal aéré. Une. D'accord? Combien d'explosions butane, propane, essence, gaz naturel? On n'en parle même pas. Ne perdons pas de vue que le Zeppelin, c'était 1932. Ouais, donc ça date un petit peu quand même. Il y a eu quelques progrès de fait d'ici là. Depuis, mais ce qui est intéressant pour parler sur ces sujets, très clairement, souvent ce sont les SDIS, les pompiers qui interviennent pour parler de comment est-ce qu'ils sont prêts, formés, comment est-ce qu'ils sont capables d'intervenir en cas d'incident, comment est-ce qu'ils s'entraînent sur ces sujets. Et c'est souvent beaucoup mieux qu'eux en parlent par rapport à nous, puisqu'on est parti pris quand même dans le sujet. Eux sont très clairs sur ce point de vue-là. Et bien entendu, ils font partie également des projets. On les associe systématiquement pour qu'ils viennent vis-à-vis des riverains, vis-à-vis des parties prenantes de ces projets, venir témoigner de leur maîtrise du sujet et de la maîtrise du sujet faite par les industriels également. Oui, j'ai deux petites questions. La première, quand j'utilise 1000 kWh pour faire de l'hydrogène, en restitution, j'ai combien de kWh? C'est-à-dire, pour faire l'électrolyse, j'utilise 1000 kWh, combien j'ai de kWh à la sortie? Et la deuxième, c'est on me dit que, par exemple, dans les véhicules qui sont avec de l'hydrogène, bon, quand on a de l'essence dans son réservoir, la quantité d'essence reste la même.
quand on met de l'hydrogène dans les réservoirs des Hype dans Paris, est-ce qu'il n'y a pas une certaine déperdition qui existe? Est-ce qu'elle est importante? Est-ce qu'elle est importante? Voilà. Je vais peut-être répondre sur la partie. Alors, pour le coup, c'est pas les. On utilise en fait une technologie d'électrolyse haute température, donc qui sont aujourd'hui les meilleurs rendements de la filière hydrogène. Électrochimie, c'est l'électrochimie qui parle, hein, tout simplement. On monte en température, il y a les meilleurs rendements. Et le cœur de notre système fonctionne à 700-800 degrés. Donc aujourd'hui, on a un rendement de 70%, donc globalement, du coup, 700 kWh qui sort, donc ça fait à peu près une vingtaine de kilos d'hydrogène sur 1000. Je parle juste dans le mode production d'hydrogène. Quand vous faites la boucle, vous prenez électricité, électrolyse, d'accord, je fais de l'hydrogène que je remets dans une fuel cell, donc vous avez 60% là, vous avez 60% là, donc ça vous fait un truc à 35-40%. Mais c'est pas, voilà, c'est juste du secours. Sauf quand vous utilisez une technologie purement réversible qui est justement faite pour ça. La question de rendement est intéressante. Hein, de toute manière, les détracteurs de l'hydrogène attaquent toujours sur le rendement. Je pose juste une question. Est-ce que vous avez une idée de quel est le rendement du moteur que vous avez dans votre voiture? Non, mais est-ce que vous avez juste une idée de ça? Est-ce que quelqu'un a un chiffre en tête? Ouais, 30% au mieux. 30% mieux quand vous êtes dans les bons régimes et que le moteur est chaud. Donc c'est juste pour se donner un ordre d'idée par rapport, c'est pas forcément les meilleurs rendements qui s'imposent en termes de solutions choisies. Et puis la deuxième question, est-ce qu'il y a de la déperdition? Non, heureusement, ça voudrait dire qu'on ait des fuites d'hydrogène, ça serait pas très sécurisé. Et notamment, l'hydrogène a un énorme avantage dès qu'il fait froid. D'ailleurs, ça a été utilisé dans le cadre d'exploration polaire il y a très longtemps. Et ça a de gros intérêts parce que l'hydrogène ne craint pas le froid. On n'a pas de déperdition avec ce qui est stocké, ce qui n'est pas le cas, par exemple, avec la batterie. Et en plus, quand on est au froid, et qu'une pile à combustible reproduit l'électricité pour alimenter un moteur, elle dégage de la chaleur. C'est-à-dire que le rendement, ce fameux rendement dont on parlait juste avant, est perdu en calories et donc dégage de la chaleur qu'on est capable de réutiliser pour chauffer l'habitacle d'un véhicule, par exemple. Donc on n'a pas besoin de piocher dans le réservoir d'hydrogène qui, lui, redonne que du kilomètre roulé et la calorie permet de chauffer l'intérieur du véhicule, que ce soit une voiture ou des bus demain. Merci pour ces réponses très précises, très techniques mais très précises. C'était quand même nécessaire. Il y a une dernière question en haut, donc si on peut vous entendre. Alors, je sais pas. Oui, l'intervenant de la première table ronde est parti, donc il ne pourra pas vous renseigner, mais on va effectivement le noter dans le compte-rendu de la conférence et avec les liens qui iront avec pour en parler. Merci à vous. Monsieur ? Je commence. Donc, Pragma est avant tout un fournisseur de piles à combustible. Et donc, les développements que nous avons avec la société Pragma, c'est de marier là d'où nous venons, qui est le stockage, avec leur métier de base, qui sont les piles à combustible. Et tout ça, bien évidemment, au service de la mobilité urbaine. Alors côté Attaway, nous parlions tout à l'heure de la problématique de la poule et de l'œuf, à savoir est-ce qu'on fait des stations, ça fera venir des véhicules, ou est-ce qu'on met des véhicules et ça fera venir des stations. Et en fait, avec Pragma... Comment ? Je vous ai dit qu'il faut étrangler la poule. Oui, c'est ça. Ouais. Et de ce fait, avec Pragma, nous avons décidé en 2015 de proposer une offre, une solution de mobilité légère, tout intégrée, incluant les stations et les véhicules, les vélos, puisqu'en effet, Pragma, son métier de base est de faire de la pile à combustible, mais il a intégré dans des vélos, et donc de ce fait, c'est un fabricant aujourd'hui de vélos, et donc nous proposons ensemble des solutions de mobilité tout intégrée, incluant les vélos et les stations. Donc on est dans un partenariat commercial et technologique ensemble, puisqu'on a, depuis 2015, nous déployons ensemble des flottes sur le territoire français. Merci à vous, merci à vous tous. Et puis on a respecté scrupuleusement les horaires, donc
Félicitations à nos intervenants. Et je voudrais laisser la parole pour conclure cette matinée d'échange à Anthony Santini. Est-ce que vous souhaitez prendre votre place, monsieur le maire, ou vous restez là? Ok, je vous donne la parole. Merci d'être à l'heure, ce qui prouve votre grand professionnalisme à vous toutes et tous. Mesdames, Messieurs, la matinée d'échange à laquelle vous venez d'assister et de participer constitue une nouvelle étape sur la voie vers l'hydrogène que nous empruntons depuis quelques années maintenant. Comme pour la géothermie au Fort et dans le futur quartier à côté de vous, d'ici Cœur de Ville, il s'agit pour nous de diversifier les sources d'énergie renouvelables, contribuant ainsi à adapter notre ville au changement climatique. La réduction des émissions de gaz à effet de serre est en effet une priorité pour la municipalité et ces échanges s'inscrivent dans cette perspective. Permettez-moi d'abord de remercier l'ambassade du Royaume-Uni à Paris. Les remerciements en direction de l'ambassade anglaise doivent être assez rares, donc j'en profite et je vais vous expliquer pourquoi, qui a soutenu l'organisation de cette conférence et a facilité nos échanges avec la ville d'Aberdeen, probablement l'une des plus avancées dans ce domaine en Europe, et je salue la présence de ses représentants. Je veux d'ailleurs également saluer la présence de nos partenaires européens venus d'Allemagne, de Belgique et des Pays-Bas. C'est avec eux, dans le cadre du projet FCCP, cofinancé par le programme Interreg Europe, que nous allons expérimenter sur nos routes 2 triporteurs. Alimentés par hydrogène, ils seront officiellement présentés sur la place de l'Hôtel de Ville cet après-midi, tout à l'heure, à 14h30. Et ils contribueront à réduire la circulation de véhicules thermiques en ville. Ils seront concrètement utilisés pour l'affichage municipal et le transfert de matériel sur la ville. Nous irons plus loin encore cet été, avec de nouveaux modèles qui pourront être mis à la disposition des entreprises, associations ou commerçants souhaitant participer ainsi à la promotion des circulations douces en ville. Mais l'hydrogène, vous l'avez bien compris au cours de vos discussions, est bien plus que cela. C'est une nouvelle opportunité de réduire la place des énergies fossiles responsables des émissions de gaz à effet de serre. Particulièrement adaptée aux besoins de forte puissance motrice ou de longue autonomie, la propulsion hydrogène s'adresse en premier lieu aux professionnels dont les flottes fonctionnent en usage intensif. Utilitaires légers, berlines des flottes professionnelles, bateaux, trains, taxis, poids lourds, bennes à ordures ménagères, bus, jusqu'au bus à l'Impérial, comme à Aberdeen. Il s'agit d'une énergie complémentaire à l'énergie électrique en plein déploiement. Bien sûr, comme à chaque fois que l'on innove, on trouvera sur notre chemin de nombreux arguments expliquant que ce n'est pas complètement écologique, que c'est cher, que c'est dangereux. Comme souvent, nous allons défricher, tester, évaluer pour passer à l'échelle après avoir démontré l'intérêt d'innover toujours et encore. Mais nous devons aller vite. Le temps qui est compté, si nous voulons respecter les engagements pris lors des accords de Paris sur le climat, n'est plus un allié. Si l'humanité est passée au cours de son histoire du bois au charbon, puis du pétrole et au gaz, en empilant ces sources d'énergie, nous devons maintenant les éliminer et leur substituer des énergies décarbonées. C'est le sens du recours aux énergies renouvelables à Issy-Moulineaux, il y a plus de 10 ans maintenant, avec la géothermie, au fort d'Issy. Les habitants de ce quartier doivent se féliciter d'habiter un endroit préservé de la hausse spectaculaire des prix de l'énergie. Quand on leur avait annoncé que ça représentait une économie de 30% sur la facture d'électricité, ils ne l'ont pas cru. Et maintenant, ils reçoivent la facture et ils commencent à nous croire. C'est quand même rare des politiques qui réalisent leurs promesses et qui coûtent moins aux contribuables. Dans Issy Cœur de Ville, à côté, la géothermie assurera non seulement l'alimentation en chaleur, mais aussi en froid, grâce à une solution innovante du stockage de la glace. La géothermie de basse profondeur sera alimentée en énergie renouvelable à 76% pour le froid et à 71% pour le chaud.
de quoi offrir une qualité de vie, un confort optimisé aux 627 logements, aux plus de 40 000 m² de bureaux, futur siège de CNP Assurance, aux 7 salles de cinéma, à l'ensemble des commerces, 38 boutiques, et aux équipements publics, une grande école, une crèche, un centre numérique qui composent le projet que nous inaugurons dans quelques semaines. Nous avons décidé d'étendre ce réseau aux 315 logements sociaux des ILN mairies construits en 1968 et dont la performance énergétique doit être significativement améliorée. Cela permettra de réaliser des économies substantielles de consommation énergétique tout en contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ce système permettra également de proposer une pièce rafraîchie par logement. Nous pensons très intelligemment que la canicule va revenir et qu'on dira encore « Ah, on n'a rien fait. Dites-moi ce qu'on peut faire à part distribuer des bouteilles d'eau aux personnes âgées. » Nous avons décidé qu'il y aurait une pièce rafraîchie par logement, y compris social, pour les personnes âgées et les enfants. Vous le voyez, c'est du concret pour les habitants de ces quartiers. Outre les triporteurs, 3 projets utilisant l'hydrogène sont actuellement à l'étude sur le territoire d'Issy-Moulineaux, 2 projets avec une station dédiée à la mobilité et un projet de desserte d'un futur quartier. Si les 2 premiers sont innovants, le 3e est une prouesse technique, on vous en a parlé. 1, boulevard Gallieni, devant le centre technique municipal. Dès cet été, une station de distribution avec production d'hydrogène d'environ 40 à 80 kg au jour sera mise en service. Cette station, qui serait la première des Hauts-de-Seine, permettra l'approvisionnement de poids lourds, de bus, de véhicules utilitaires et légers, ainsi que nos triporteurs, jusque-là ravitaillés par bouteilles d'oxygène livrées par Air Liquide. Deuxièmement, la plateforme hydrogène AAP-H2, route de Vaugirard, en bord de Seine. Dès 2024, un 2e projet comprendra une station de production par électrolyse d'hydrogène vert avec une station de distribution d'hydrogène. L'objectif est de mettre rapidement l'hydrogène à la disposition des entreprises et des habitants pour faciliter et ouvrir la voie au développement des usagers à l'échelle locale. Dans ce cadre, la ville d'Issy-Moulineaux et l'EPT Grand Paris Seine-Ouest ont pour objectif d'acquérir des véhicules hydrogène. Une plateforme logistique de dernier kilomètre sera couplée à cette station pour combler un besoin local et pour équilibrer économiquement la globalité du projet, ainsi qu'un jardin partagé venant compléter le site afin d'apporter un lieu de vie et d'améliorer son intégration visuelle à l'espace urbain, notamment des Hauts d'Issy-les-Moulineaux et de Meudon. Une consultation va être lancée par la SPL Seine-Ouest Aménagement d'ici l'été pour rechercher le futur concessionnaire qui mettra en œuvre et gérera cette plateforme à ses risques. Troisièmement, le futur quartier Hydrocène, une prouesse technique inédite suite à une régénération urbaine. Le quartier Hydrocène, d'une superficie de 6 hectares, on vous l'a dit, est situé au nord de la ville, à proximité du pont d'Issy et de Forum Seine, entre la rue Roger de Lille, la rue Camille Desmoulins, le boulevard Gallieni et la rue du Bateau-Lavoir. Ce quartier, aujourd'hui composé en majorité de bâtiments de bureaux datant des années 80, ne répond plus au mode de travail moderne. Le départ de certaines entreprises du secteur, et notamment le déménagement à venir de Canal+ vers Suez, cher au président Azoyer, un autre quartier de la ville qu'on va inaugurer cette semaine, implique une réflexion sur son évolution et son adaptation aux besoins des usagers du quartier. Ainsi, ce quartier pourrait être réaménagé, requalifié, dans le but de moderniser son image et de créer une mixité fonctionnelle entre les différents usages, bureaux, commerces, logements, y compris logements sociaux et intermédiaires de 25% minimum. Un des objectifs de la future ZAC Hydrocène est également de pouvoir mettre en place une Smart City centrée sur l'hydrogène et élaborer une politique urbaine à l'échelle du quartier pour desservir les logements ainsi que les véhicules. Cette décarbonation, avec une forte réduction des émissions de CO2, pourrait être rendue possible grâce notamment
à l'injection d'hydrogène dans le réseau de gaz naturel, on vous l'a démontré. Vous le savez, les villes représentent plus de 70% des émissions mondiales de CO2, alors qu'elles n'occupent que 2% de la surface de la planète. Elles consomment plus des 2/3 de l'énergie du globe. Il est donc indispensable que toutes les villes intègrent l'hydrogène dans leur économie et leurs infrastructures pour réduire les émissions de carbone. Avec son potentiel de zéro émission et son applicabilité à tous les secteurs énergétiques, l'hydrogène devrait jouer un rôle clé dans les villes décarbonées à l'avenir. Les décideurs politiques commencent à soutenir l'hydrogène partout dans le monde, de l'Asie à l'Amérique, en passant bien sûr par l'Europe. Nous ne devons pas rater cette nouvelle étape dans l'adaptation de nos villes au changement climatique, et les échanges de bonnes pratiques d'expérience comme celle de ce matin sont essentiels pour accélérer la prise de conscience de tous. Vous pourrez les retrouver, les partager sur la chaîne YouTube d'ici TV pour transmettre ces enseignements au plus grand nombre. Merci pour votre présence et votre attention chaleureuse. Merci à vous tous. Pour ceux qui le souhaitent, il y a un rafraîchissement, comme on dit, qui vous attend au Salon Élysée. Alors, pas à l'hydrogène, non, à la bonne. Et les triporteurs. Et les triporteurs à 14h30 pour ceux qui souhaitent assister à la présentation de ces vélos cargo. Merci à vous.